Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Dans cette vidéo, en plusieurs parties, on vous propose un cocktail d'anecdotes incroyables que des superstars ont racontées au fil des années. Et vous allez vraiment halluciner. Vous allez apprendre les séquelles horribles du coup que Goldberg a mis à Bret Hart à la WCW, qui a forcé le Canadien à prendre sa retraite. Comment cette blessure, pour laquelle Goldberg a mis 8 mois à s'excuser, a empêché le Hitman de regarder la télévision ou d'écouter de la musique. Mais aussi, qui a été la première personne très étonnante à appeler Bret dans sa chambre d'hôpital après son AVC. Vous découvrirez également les coulisses de la décision sulfureuse de faire gagner John Cena contre la Nexus à SummerSlam en 2010. Comment Wade Barrett a cru que les officiels leur faisaient une blague et l'explication lunaire que Vince McMahon lui a donnée pour justifier ce choix. Et même comment CM Punk se prenait déjà pour un leader du vestiaire en venant d'arriver à l'ECW. Et l'avis tranché de Rob Van Dam sur le Kid de Chicago. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le cocktail de folles anecdotes racontées par les superstars, siroté. Pendant longtemps, j'étais très en colère par rapport à la WWE. Toute personne qui me connaît le sait. Ma carrière était tout pour moi. Toute ma vie, j'étais lié au catch. Dès que j'étais petit, la seule chose à laquelle je pensais, c'était le catch. J'aurais aimé avoir des figurines quand j'étais gamin. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai tatané des poupées Barbie. Le catch, c'était tout pour moi. Et quand le Montreal Screwjob est arrivé en 1997, une partie de moi ne pouvait pas croire qu'il me fasse ça, après avoir travaillé aussi dur pour eux. Je me rappelle que 20 minutes avant le match, Vader était venu me voir en me disant qu'il savait qu'ils allaient m'arnaquer dans ce match. Je disais, je sais, mais qu'est-ce que je peux y faire? Tout ce que je peux faire, c'est aller dans le ring et empêcher que ça arrive, faire en sorte que ça n'arrive pas. Et je croyais aussi qu'ils avaient plus d'intégrité que ça. Après que le Montreal Screwjob soit arrivé, je me rappelle que je rentrais à la maison en avion. Il y avait le gars qui filmait tout pour un documentaire, qui était tout heureux. Il disait que c'était génial et qu'il avait tout ce qu'il lui fallait. Moi, je lui disais qu'il avait rien, qu'il avait pas assez d'images. Je sais pas comment il a réussi au final. J'étais tellement en colère que je pensais que personne ne saurait jamais ma version de l'histoire. Mais dans mon cœur, je savais que je ne retournerais jamais à la WWE et que je ne retravaillerais plus jamais pour eux. Je suis rentré chez moi en étant énervé. Mais c'était compliqué d'être vraiment hyper en colère quand tu vas de la WWE à la WCW où j'ai gagné tellement d'argent que je savais pas quoi en faire. Bon, j'aurais trouvé des moyens de le dépenser. Mais j'avais un gros salaire. Et ça m'énerve quand j'entends des personnes comme Eric Bischoff dire que je suis arrivé à la WCW, mais que le cœur n'y était pas, que j'étais brisé intérieurement et que je n'avais plus la flamme pour me donner à fond. C'était tellement faux. Et ça m'énerve tellement. S'il y a bien un moment où j'étais déterminé à briller et à prouver ma valeur, c'était en arrivant à la WCW. Je voulais leur faire gagner de l'argent, les aider à inverser la tendance pour de bon, être le champion qu'ils cherchaient. Je voulais me donner à 100%. Et c'est ce que j'ai fait chaque soir où j'ai travaillé là-bas. Mais c'était une bande d'idiots. Je peux même pas décrire à quel point ils étaient stupides. Eux aussi ont fait beaucoup pour nuire à ma carrière. Ce n'était pas ce que ça aurait dû être, ni ce que ça aurait pu être. Et je pense que vous pouvez vraiment remercier Hulk Hogan pour ça. Je pense que c'est Hulk Hogan qui tirait les ficelles derrière Eric Bischoff. Que Bischoff était sa marionnette, et Hogan était une telle pourriture. Pourtant, j'avais toujours été un fan de Hulk Hogan. Durant toutes mes années à la WWE, j'aurais fait n'importe quoi pour lui, pour l'aider. À la WCW, ils auraient dû me mettre contre Hulk Hogan dès mon premier soir, faire un gros pay-per-view. Je dis pas que j'aurais dû le battre, mais si on avait commencé une storyline, on aurait peut-être sauvé cette compagnie. Mais ils étaient juste stupides. Quand Goldberg m'a donné un coup à la tête et a mis fin à ma carrière, c'était une manière tellement nulle de m'en aller pour moi, parce que je savais pas que ma carrière était terminée. Quand je suis rentré chez moi, ça m'a pris 1 an pour comprendre que ma carrière était finie. Quand les médecins m'ont dit que je ne pourrais plus jamais catcher, la WCW m'a viré. À partir du moment où je me suis blessé,
mon salaire d'1 million de dollars a été diminué chaque semaine jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis ils m'ont viré. Quand j'étais à la WWE, au moins j'avais une assurance. Même si je glissais dans ma douche, j'étais totalement protégé par l'assurance. On continuerait à me payer mon salaire intégralement. Mais quand j'ai signé avec la WCW, ils m'ont donné une assurance de la compagnie Lloyd's of London. Et si vous connaissez un peu cette compagnie, vous savez qu'ils n'aiment pas payer quoi que ce soit. Ils aiment qu'on leur donne des sous. Mais quand c'est à eux de payer, et quand ils sont censés le faire, ils font n'importe quoi. Ils voulaient pas me payer. Alors, j'ai dû les poursuivre en justice. Avec le recul, je pense que j'étais tellement commotionné que je n'ai pas pu digérer le fait que ma carrière était terminée. Il y avait une partie de moi qui se disait que j'étais enfin libre, que j'avais besoin d'aller nulle part, que je pouvais être à la maison. Mais à cause de ma commotion, je ne pouvais pas regarder la télévision. Je ne pouvais pas écouter de la musique. Il y avait même de la nourriture que je ne pouvais plus manger. Je pouvais par exemple avoir le meilleur steak du monde. Mais pour moi, il avait un goût dégueulasse. Mon docteur me disait que toute la partie de mon cerveau dans laquelle il y avait tout ce qui me rendait heureux, que c'était elle la partie qui avait été impactée. Je comprenais pas vraiment à l'époque. J'ai été blessé par Goldberg et il m'a seulement appelé 8 mois plus tard pour s'excuser. Ce qui était trop tard, je trouve. Il m'a jamais appelé quand ça s'est produit. Je sais pas s'il comprenait, ou même s'il comprend aujourd'hui, qu'il m'a littéralement coûté 60 millions de dollars et qu'il a mis fin à ma carrière. Quand j'entends que Goldberg va faire des shows en Arabie Saoudite et qu'il se fait 3 millions de dollars pour un match de 10 minutes, je me dis qu'il m'aurait peut-être appelé pour me dire qu'il allait m'envoyer des sous, pour au moins un peu compenser. Il a jamais pensé à moi une seule fois à partir du moment où il m'a blessé. Ça m'insupporte assez de voir des gars aller faire des matchs de quelques minutes en Arabie Saoudite pour une énorme somme d'argent. Je respecte beaucoup Daniel Bryan pour avoir refusé d'y retourner. Je sais pas si moi j'y serais allé. C'est beaucoup d'argent pour un catcheur, 3 millions de dollars. Surtout pour Goldberg, qui est allé là-bas pour catcher 10 minutes. Le fait est que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de réaliser ce qui m'était arrivé. J'étais aussi trop en colère à l'intérieur de moi. Et j'ai fait mon AVC 1 an ou 2 après que je me sois blessé. Je l'ai eu alors que je faisais du vélo dans Calgary. Quand j'ai fait mon AVC, c'était clairement lié à ma commotion. Mais ça, c'était à coup sûr la fin de ma carrière. Toute pensée de revenir un jour à la WWE, de faire la paix avec Vince McMahon, d'aller mieux au niveau de ma commotion pour peut-être avoir un match, c'était devenu impossible après ça. Je me rappelle être dans mon lit d'hôpital. J'avais été dans un fauteuil roulant pendant quelques jours, et c'est là que j'ai vraiment réalisé que je ne pourrais plus jamais arriver dans une arène devant un public de catch. J'ai très mal vécu tout ça. Le conseil que je pourrais donner, c'est que quand il t'arrive vraiment quelque chose d'énorme dans ta vie, dans un sens négatif, et que tu détestes quelqu'un, ou que tu es très 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 en colère à propos de ça, c'est que ça te fait du mal de porter ça en toi tout le temps. C'est un fardeau. C'est comme si tous les jours, je portais un gros sac de pierres super lourd à chaque fois que j'étais en colère contre Vince McMahon ou que je repensais au Montréal Screwjob. 1 an ou 2 après mon AVC, j'ai réalisé à quel point j'avais eu de la chance d'avoir pu guérir comme je l'avais fait. J'ai appris que ça faisait que du mal de garder en soi du chagrin. De garder cette tristesse que je ne pourrais plus faire une entrée et retourner dans un ring. Quand j'ai fait mon AVC, je sais pas comment Vince McMahon a eu mon numéro, mais on m'avait mis un téléphone dans ma chambre d'hôpital. Je me disais que personne n'avait mon numéro. Mais dès qu'on me l'a installé, le téléphone a sonné et c'était Vince McMahon. Je me rappelle que j'étais tellement en colère, je savais pas quoi lui dire. J'avais encore beaucoup de colère en moi et elle allait encore être là un bon moment. Mais à une époque, j'avais une bonne relation avec Vince. Il était une figure paternelle pour moi. On a été des amis proches pendant longtemps. J'appréciais tout ce qu'il m'avait donné, notamment la première fois que j'avais été champion. Une partie de moi voulait arranger les choses et redevenir ami, ou du moins accepter qu'il veuille arranger les choses. Une autre partie de moi voulait juste lui raccrocher au nez. Je me rappelle qu'on a parlé et il m'a dit qu'ils allaient faire un autre DVD sur moi, si je voulais bien. Pendant toute ma carrière, à chaque fois que j'avais terminé mon match à la WWE, surtout dans un pay-per-view, je retournais en coulisses et Vince McMahon m'applaudissait, me donnait une tape dans le dos. Et je disais toujours que ça faisait un match de plus pour mes archives quand il ferait un DVD de mes meilleurs matchs un jour. On rigolait
parce que je l'avais dit pour une vingtaine de matchs. À force, il me disait qu'il y aurait 3 volumes. Quand il m'a appelé, il m'a dit qu'ils allaient faire tout ça. Il m'a aussi parlé plus tard du fait qu'il voulait me mettre dans le Hall of Fame. Je me posais la question à moi-même avant. S'il me demandait d'aller dans le Hall of Fame, est-ce que j'y irais? Je me disais que oui, parce que je le mérite. À SummerSlam en 2010, avec la Nexus, on pensait qu'on allait gagner. Parce que c'était le premier vrai test pour ce clan destructeur qu'on avait contre des top stars de la WWE. On se disait qu'on pouvait pas perdre ce match, parce qu'on faisait beaucoup réagir les fans. C'était notre chance pour prouver notre crédibilité. Une semaine avant SummerSlam, un des agents en coulisses nous a dit qu'on allait gagner, et qu'ils essayaient juste de déterminer comment. Le jour de SummerSlam, c'était à Los Angeles, au Staples Center. On arrive là-bas, on va au ring, on était tous en costume. Il y avait déjà Edge et Chris Jericho, qui faisaient partie de l'autre équipe contre nous. Ils nous disaient qu'ils réfléchissaient à comment nous faire paraître comme des stars. On rigolait un peu, on est allé manger, et un peu plus tard, Arn Anderson, un des officiels, vient nous voir pour nous dire le finish. Il nous dit, alors un tel élimine un tel, puis se fait éliminer par machin, et on arrive aux 3 derniers, qui étaient moi-même et Justin Gabriel, contre John Cena. Et là, il nous dit que Cena va nous battre tous les deux et sortir vainqueur. À ce moment-là, on rigole, parce qu'on croyait que c'était une blague. Mais on a compris qu'il était sérieux. On demande pourquoi c'est John qui gagne. On dit qu'on avait vraiment besoin de gagner ce match. Arn Anderson dit que ça n'a rien à voir avec lui, qu'on doit plutôt aller en parler à Vince McMahon. Essayer de parler à Vince un jour de pay-per-view, c'est compliqué. Ça nous a pris environ 1 heure pour pouvoir lui parler dans son bureau. Là, on discute, on lui dit que c'est une mauvaise idée que Cena gagne. Vince m'a regardé dans les yeux et m'a dit que la raison pour laquelle Cena allait gagner, c'est parce que SummerSlam a besoin d'un happy end. Il voulait que les enfants rentrent à la maison en étant heureux. Il n'y avait plus rien à faire à ce moment-là. On lui a dit ce qu'on en pensait et il a dit non. Je savais que c'était un mensonge, que c'était une explication qui n'avait pas de sens. J'y croyais pas du tout, et j'y crois toujours pas aujourd'hui. Je pense que c'était une très mauvaise idée. Je pense que vous trouverez personne qui vous dira que faire gagner Cena ce jour-là, c'était la bonne décision. Mais c'est comme ça. On pouvait rien faire de plus. La décision avait été prise. Je sais pas comment ils sont arrivés à cette décision, mais Vince m'a donné son explication. Et j'y crois pas. Bret the Hitman Hart. Son nom et son surnom parlent d'eux-mêmes. C'est une légende dans ce business. Sa famille aussi. C'était un honneur et un privilège pour moi de travailler avec lui à la WCW. Et j'écoutais tout ce qu'il pouvait dire. À l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui donnaient leur avis. Mais tu pouvais pas savoir s'ils le disaient en pensant à leurs propres intérêts, aux intérêts de la compagnie ou à tes intérêts à toi. Je sais toujours pas aujourd'hui, mais ça m'est égal. Je ne contrôle que ce que je peux contrôler, et c'est tout. Je ne vais pas me plaindre à propos de quoi que ce soit, et je vais juste faire mon boulot. J'aurais aimé travailler plus longtemps avec Bret Hart, et j'aurais aimé plus que tout ne pas lui donner ce coup à la tête. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Des choses ont été dites sur Internet par Bret Hart ou par d'autres personnes, que j'étais malveillant, qu'il n'aurait pas dû être dans le ring avec moi. Je suis désolé, mais si j'avais vraiment voulu blesser Bret, il se serait jamais relevé. Et je rigole pas, il se serait jamais relevé. Les accidents, ça arrive. C'était une de mes idoles, et il l'est toujours aujourd'hui. Et ce coup que j'ai mal placé, c'est quelque chose que je regretterai toute ma vie. Il y a plusieurs choses dans ma carrière que j'aurais aimé changer, et ça en fait partie. Mon incapacité à être assez professionnel pour retenir mon coup. Mais c'était très important pour moi d'être crédible. Je voulais pas présenter un personnage qui serait, sans vouloir manquer de respect, comme un Ric Flair, à courir partout en disant « Wouh !» et à divertir les spectateurs de cette manière-là. Je suis un compétiteur, pas un showman. Si ce que je fais en étant compétitif peut divertir, alors je suis le plus heureux. Mais je n'ai jamais cherché à faire le spectacle d'aucune manière.
Mes matchs de 2 à 5 minutes, à 10 minutes, j'étire un peu la longueur. C'était comme si on jetait quelqu'un dans la fosse aux lions. C'était chaotique, violent, et ça se terminait vite. Et c'est ça que les spectateurs aimaient. C'était quelque chose de différent. C'est intéressant, parce que sur internet, on peut lire que All Elite Wrestling va imploser, que Tony Khan n'est pas capable de gérer tout ce chaos. Ça me fait rigoler, parce que je crois que rien de tout ça n'est vrai. J'ai regardé la conférence de presse de CM Punk quand il clashait tout le monde. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ego dans le catch. Déjà, rien que pour croire que tu es capable de devenir catcheur, tu dois avoir un gros ego, et que tu vas être meilleur que tous les autres. Où est la frontière entre croire en soi et être imbu de toi-même? Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le catch, chaque promo, c'est toujours de l'arrogance, de l'ego. C'est toujours un catcheur qui dit à un autre « Je suis le meilleur, et tu le sais même pas !» Dans la vraie vie, ça fait assez longtemps que je ne catche plus à temps plein, et cet ego, cet aspect compétitif, ne me parle plus. Et ça prend plein de décisions à ta place quand tu es prisonnier de cette manière de penser. Pouvez-vous seulement imaginer une autre forme de divertissement, comme des chanteurs, dire au public « Le ticket pour ce concert, c'est le dernier que vous avez acheté, parce qu'après, vous aurez plus besoin d'entendre d'autres chanteurs quand vous aurez entendu ma voix. C'est moi le meilleur !» Il n'y a aucun autre divertissement où il y a ça. Mais dans le catch et dans le combat, c'est toujours l'arrogance. Plus je me suis connecté à mon zen intérieur, plus c'est devenu un problème pour moi. Et aussi, si des personnes vont être inspirées par mes actions et par mes opinions, est-ce que je veux qu'elles croient que je suis arrogant? Bref, CM Punk a probablement un aussi gros ego que tous les autres catcheurs que j'ai rencontrés dans le milieu. Et je dis pas ça méchamment, mais je pense qu'il est vraiment convaincu qu'il est le meilleur au monde. Il y a plusieurs années en arrière, j'ai appris que ça peut être cool d'être en couple avec des strippeuses, à condition qu'elles laissent leur gimmick à leur boulot et ne la ramènent pas à la maison, qu'à la maison, elle soit normale. Si tu reviens dans le vestiaire et que tu es toujours ce même gars que tu es dans le ring, que tu crois vraiment que tu es le meilleur au monde, dans le business, on va te prendre pour un type qui est imbu de lui-même. Personne n'est capable d'impacter l'industrie en étant tout seul. En ressentant son énergie, je le crois. Les gars qui ont le plus de succès dans le catch, les gars qui croient le plus en eux-mêmes, les gars qui font des promos où ils te persuadent qu'ils croient vraiment être le meilleur, c'est aussi ceux que je ne supporte pas, parce qu'ils sont cinglés. Dans le fond, qui est-ce que t'as vraiment battu? On fait du catch. Je connais pas très bien CM Punk. Quand la WWE a fait sa version de l'ECW, pas longtemps après que ça ait démarré, je me suis fait suspendre pendant 30 jours. Quand j'étais pas là, des nouveaux gars sont arrivés. CM Punk, Bobby Lashley, le gars qui se prenait pour un vampire aussi. En revenant de ces 30 jours de suspension, à mon premier show, CM Punk est venu me voir en coulisses et m'a dit « Hé Rob, je veux juste que tu saches que je vais avoir une réunion d'équipe dans le vestiaire. Bien sûr, ça a rien à voir avec toi, mais je veux juste que tu sois au courant. » Moi je dis « Quoi ?» Je comprenais pas. Il était devenu le leader du vestiaire ou quoi? Il y a des personnes à qui ça pose pas de problème de prendre le contrôle. Je pense qu'il est une de ces personnes. Dans la réunion, il a dit « Il y a quelqu'un qui vole des affaires dans les sacs des autres, dans les vestiaires. Et on sait que c'est l'un d'entre vous, les mecs. » Il me dit « Tout logiquement, on sait que c'est pas toi, vu que tu étais pas là ces derniers temps. » J'avais pas été là, mais même si je l'avais fait, personne ne m'en aurait voulu. Mais c'est juste un exemple du côté sévère de CM Punk. Je pense qu'il n'est pas flexible dans son code d'éthique. Je pense que c'est un gars très strict, qui peut se dire « Quoi? Il y a quelqu'un qui me manque de respect? Est-ce que je devrais me sentir offensé ?» Je sens que c'est ça son énergie. Dans la prochaine partie, vous apprendrez comment Chris Jericho a réussi à faire débannir la prise de finition de AJ Styles à la WWE. Comment Y2J était censé ne rester que 4 mois dans la compagnie en 2016, mais pourquoi il est resté bien plus longtemps que prévu. Et les matchs qu'il était censé avoir à l'origine à WrestleMania 32 et 33. Vous découvrirez aussi comment, avant d'arriver dans la fédération de Vince McMahon, John Cena a enchaîné des échecs qui l'ont mené à vivre à l'arrière de sa voiture. La technique qu'il avait pour manger gratuitement dans une pizzeria à cette période.
et combien il gagnait dans son premier contrat à la WWE. Mais aussi les raisons précises de la haine légendaire de l'ancien booker Jim Cornette pour Vince Russo, l'homme derrière de nombreuses storylines marquantes de l'Attitude Era, dans un coup de gueule véhément. En tout cas, vous avez pu siroter toutes ces histoires mémorables. On pense notamment aux souffrances que Bret a dû traverser à cause de Goldberg, et comment Vince McMahon l'a appelé dans sa chambre d'hôpital alors qu'ils étaient en froid depuis des années. Ou encore, aux coulisses très frustrantes de la victoire de John Cena contre la Nexus à SummerSlam en 2010. Et ça me fait vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'argument de Vince McMahon, à savoir d'offrir une fin heureuse aux enfants, pour justifier ce choix? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous pensez que ne pas avoir fait gagner la Nexus à SummerSlam était une grave erreur, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.